Ouais, il y a une voix qui… Voilà. Ok, et je vais juste recontextualiser pour le début de l'enregistrement. Oui. C'est les aléas du direct, mais du coup, Beñat, on nous parle d'un plan local pour l'habitat, et à Etxalde, on aime à rappeler qu'on aurait droit à un plan local pour les habitants et les habitantes. Voilà. Donc, il y a un plan local pour l'habitat qui se met en place, un plan ou un programme, pas pour son vrai nom, qui se met en place sur l'ensemble du territoire. C'est un document administratif et qui est en fait un document cadre pour arriver à gérer le développement de l'urbanisme sur les différents territoires, voilà, sur toute la France. Pour ce qui nous concerne et donc pour le côté CAPB, voilà, on inaugure ces choses-là et on se retrouve donc avec tout un tas de partenaires et de modes de fonctionnement qu'on connaissait pas trop. Voilà. Et nous, ce plan local pour l'habitat, on aimerait bien que ça soit un plan local pour les habitants et que les habitants en fait soient la priorité en fait de ce plan local. Voilà. Donc ce plan local s'est mis en place suite à tout un tas de démarches, de réunions, de rencontres, d'interventions de généralistes et de spécialistes, participation aussi au niveau du conseil de développement pour ce qui est de la société civile. Ça a donné donc au vote par la CAPB au mois de février 2020, donc de ce plan-là, qui est maintenant présenté dans les communes et chaque commune est appelée à valider ce plan-là. Voilà. Bon, ce plan dit en fait, je vais dire en résumé ce qu'il dit, et puis l'analyse que l'on a nous-mêmes à Etxalde de ce qui se passe sur le territoire, et donc à partir de là, ce qui est amené, les réponses qu'on devrait amener, quoi, et qu'on pourrait amener. Donc ce plan dit en 3 lignes qu'il faut qu'on construise 2700 logements par an pendant 6 ans. C'est un plan de 6 ans. Il dit qu'il faut qu'on fasse un certain niveau de logements sociaux, et il dit qu'on va devoir, on doit veiller à ce que les résidences secondaires ne se développent pas trop. Voilà. Voilà. Donc c'est des choses pour lesquelles tout le monde peut être d'accord a priori, comme ça, s'il s'agit de faire plus de logements sociaux pour loger plus de monde, plus de gens qui habitent ici. S'il s'agit de limiter le développement des résidences secondaires qui aussi cause une augmentation des prix généraux, eh bien aussi pourquoi pas. Voilà, et construire, on comprend bien qu'il faut construire puisque il y a toujours 3000 habitants, enfin il y a un phénomène quand même qui est en train de grandir, c'est il y a 3000 habitants qui viennent habiter en plus tous les ans. C'est le solde net entre ceux qui s'en vont et ceux qui viennent. Et ce solde-là semble être assez tenu. Et même avec les normes ou les règles administratives qui ont été mises en place par le Covid, il y a encore plus de gens qui veulent vivre ici. Voilà. Bon, nous à Etxalde, en fait, en résumé, on est un petit peu, on est un peu en recul par rapport à tout ça. En résumé, on dit que pour pouvoir mettre en place ce plan, il faut d'abord maîtriser le foncier. Et le foncier est la première marche de l'escalier. Ensuite, le plan, il a l'air pas mal autrement. Mais il faut pouvoir le mettre en application. Et aujourd'hui, ce qu'on dit aux élus, c'est quelque chose, on va pouvoir mettre quelque chose, mais en réalité, on n'a pas les outils de ce pouvoir-là. Voilà. Alors, ce que je vous propose, c'est une petite lecture de ce qui se passe au niveau urbanisme, au niveau habitat, sur l'agglomération. Et ensuite, on aura une partie de débat. C'est-à-dire que je vais vous présenter, en fait, vous allez plus trop me voir, mais c'est pas, vous allez voir, en fait, un travail d'analyse des chiffres de l'INSEE, de l'ODAP. Donc l'INSEE, je ne présente pas. L'ODAP, c'est l'agence d'urbanisme du bassin de l'Adour et des Pyrénées. Donc, ils travaillent sur Pays Basque, Béarn, Bigorre et le sud des Landes. Et puis des chiffres qui sont issus aussi d'une étude qu'a commandée la CAPB et qu'elle a déjà présentée il y a 3 ans. Voilà. Donc avec tout ça, donc on a retravaillé ces chiffres-là pour essayer de comprendre ce qui se passe. On a essayé de synthétiser, de prendre les paramètres qui nous paraissaient les plus significatifs. Et donc je vais vous les présenter maintenant. Alors, je vais disparaître. Je vais partager l'écran,
C'est une petite technique. Partager. Alors, normalement, là, vous devez voir un document. Est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce que vous voyez un document qui s'intitule Oui. Se loger en Pays Basque? Oui. C'est bon, Beignat, ouais. D'accord. Donc, bon, ce document, bon, il comporte 6 pages. Et en 6 pages, on fait le tour un petit peu de la situation, aussi bien en termes de logement qu'en termes d'habitants, hein, de la société qui vit dans ces logements-là. Donc, en termes de logement, ben, ça commence avec la première page là, donc, qui est en fait la première page du document de l'agence de la CAPB, de cette étude là dont je parle, qui fait apparaître en fait en zone verte et en zone bleue. En zone verte, les zones ou les communes qui gagnent en population, en zone bleue, les communes qui perdent en population. Alors, on va direct dans le sujet. C'est-à-dire qu'on a 3 communes qui sont Guétari, Biarritz et Ciboure, qui perdent sur la période donc 2009-2014, qui perdent autant d'habitants en pourcentage que 25 autres communes du territoire, donc des 158 communes de la CAPB. Voilà. Alors ça, c'est une information énorme. Là, je vous parle depuis la Soule. La Soule qui est en fait la zone qui se désertifie le plus. Hein. Vous voyez donc des zones qui sont bleues, d'un bleu qu'on voudrait pas trop voir, qu'on retrouve un peu donc aussi aux Aldudes ou à Ugrepel, pardon. Mais enfin bon, c'est pour nous notre idée du développement local d'un territoire, c'est qu'il faut qu'il soit attractif, et par l'attractivité, la population va venir, les activités économiques, les activités, les services, tout ça va venir. Et il se trouve donc que ces 3 communes, donc qui sont Biarritz, Guétari et Ciboure, qui sont archi urbanisées, sont en train de perdre de la population, donc à un niveau très élevé. Elles sont toutes équipées, il y a tout ce qu'il faut, il y a l'autoroute, il y a tout, et c'est en train de se vider. Donc, il y a des écoles qui ferment. Donc, ça pose la question de qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, pour que cette chose-là n'arrive pas. Parce que si c'est pour finir avec peu de population d'habitants à l'année, comme en Soule, ben, c'est pas la peine d'investir autant sur la côte. Voilà. Surtout que c'est une côte qui est peuplée, et que on va voir un peu plus tard, ce développement du bleu sur la côte n'est pas un bon présage. Donc là, vous voyez sur cette page-là, sur la partie de droite, donc communauté d'agglomération Pays Basque, progression du nombre de logements. Alors, on va voir plusieurs fois en fait ces histogrammes-là qui représentent en fait l'évolution du nombre de logements sur deux périodes. La période de gauche, en fait, c'est la période 68-82. Ça veut dire combien y a-t-il de logements en plus en 1982 par rapport à 68. Et sur l'autre, c'est combien y a-t-il de logements en plus en 2016 par rapport à 2006. Parce qu'en fait, globalement, le territoire est en progression de nombre de logements. On rase peu de logements et on en construit beaucoup. Donc, sur la période 68-82, on voit qu'on a construit en tout, donc le chiffre en bleu, 14 000 logements, et en rouge, 5 000 logements, on va dire 20 000. On a construit 20 000 logements sur cette période-là. Alors, c'est une période ramenée sur 10 ans. Hein. On a fait une règle de 3 parce que de 68 à 82, nous n'avons pas 10 ans. Et à côté de 2006 à 2016, nous avons 10 ans. Hein. Mais on a ramené ça pour avoir des chiffres comparables. Et donc, sur 2006-2016, on a construit, tout logement confondu, donc 21 000 plus 9 000, on a construit 30 000 logements. Voilà, on a construit 30 000 logements en 10 ans. On a un petit rappel derrière, c'est-à-dire qu'en 10 ans, c'est 30 000 logements. C'est tout simplement pour rappeler que en 10 ans, si nous recevons 3 000 personnes par an pendant 10 ans, ça fait 30 000 personnes. Mais 30 000 personnes qui certainement vivent en ménage, hein, ce sont des ménages en fait. Et la composition d'un ménage, c'est 2 personnes
par ménage. Donc, ça veut dire que ces 30 000 personnes ont eu besoin en réalité de 15 000 logements. Nous en avons fabriqué 30 000. C'est-à-dire que rien que sur une période comme ça de 10 ans, nous avons construit le double du besoin qui nous est présenté aujourd'hui comme quelque chose qu'on devrait construire à hauteur de 2700 logements par an pour accueillir cette population qui vient de l'extérieur. Ben déjà, dans les années précédentes, et ça va continuer comme ça, si on n'a pas d'autres outils que uniquement un plan local d'habitat et puis toutes ces choses-là, ben on va continuer en fait à construire plus de logements que cette population en a besoin. Cette population qui vient de l'extérieur en a besoin. Voilà. Donc là, il n'y a pas beaucoup de débats possibles là-dessus. Le taux des résidences secondaires, donc, était de 28% en 68-82 et il est passé à 30%. Alors, bon, comme ça fait pas beaucoup. Hein. On va dire, voilà, ça fait 2% sur une période quand même qui est assez grande. On va dire, ça pourrait ne pas être alarmant. Hein. Vu comme ça sur l'ensemble de la CAPB, on va dire donc, eh bien, pourquoi pas, ce n'est pas alarmant. Hein. Voilà. Ce qu'on comprend sur ces histogrammes-là, c'est que quand on construit, par exemple, 20 000 logements dans la période de 68 à 82, ça c'est les logements nouveaux. Dans la même période, il s'est développé donc un nombre de résidences secondaires. Elles ont gagné du terrain à hauteur donc de 5 800 logements. C'est-à-dire que dans la même colonne sont mis en rapport le nombre de nouveaux logements et la part de développement de résidences secondaires. En fait, c'est-à-dire la part nette il reste ensuite que la part nette de logements pour résidence principale. J'espère que c'est clair, enfin, que je l'explique assez clairement. Et on s'est amusé à regarder ça sur la côte. Alors, ne m'en voulez pas ceux qui sont sur la côte, mais il se trouve que si on comprend, et on va le comprendre encore mieux là, que les résidences secondaires est un paramètre très important dans le développement du logement et pour permettre de loger toute la population en Pays Basque aujourd'hui, demain et après-demain. En fait, il se trouve que sur la côte basque, nous retrouvons 79%, dans le chiffre n'est pas écrit là, mais 79% des résidences secondaires se trouvent sur les communes qui touchent la mer. Enfin, plus ou moins. Hein. Bayonne, ça touche pas la mer, mais presque. Hein. Donc, y compris Bayonne. Donc, on a Bayonne beaucoup. Enfin, toutes les communes que vous avez là, bon, sauf Ustaritz, Cambo, qui sont des communes repères, qu'on a mis comme ça à côté pour communes étalons un petit peu. Voilà, toutes les autres communes, en fait, touchent l'océan. Et donc, à toutes ces communes-là, elles concentrent 79% des résidences secondaires. Voilà. Donc, nous avons, pour commencer de gauche à droite, nous avons Boucau, bon, pour l'instant, qui est une ville, voilà, une ville ouvrière où les ouvriers, les employés, les cadres habitent là. Cette fonction est toujours maintenue. Bayonne aussi, pour l'instant. Donc, c'est deux communes qui construisent beaucoup, hein, parce qu'elles ont, soit elles ont du foncier, soit aussi on peut construire du logement, en rasant certaines maisons et en densifiant, c'est-à-dire en construisant sur ces maisons-là des immeubles. Bon, ça passe comme ça d'un logement, mettons, à 30 logements. Voilà. Donc, ça, c'est beaucoup Bayonne. Anglette. Alors, Anglette, déjà, on voit que la taille de la deuxième barre, là, elle est plus basse que la première. Ça veut dire qu'on ne peut pas construire, enfin, il y a moins de construction que précédemment. Mais parce qu'en fait, on est passé de précédemment, c'était une construction pavillonnaire. Et là, on est passé à une construction par immeuble, mais c'est quand même encore un peu récent, on va dire. Ce que l'on voit aujourd'hui au bord de la Nationale 10, qui est vraiment aujourd'hui très actif, n'est pas un mouvement très ancien. C'est pour ça que la barre encore est assez basse sur la barre de droite. Par contre, il y a un élément important, c'est qu'on passe de 8% de résidences secondaires à 36%. C'est beaucoup. Et c'est beaucoup et on peut penser que ça va se développer puisque juste à côté, nous avons Biarritz. Ou Biarritz sur la gauche, la colonne de gauche, donc 3000 logements construits sur la première tranche d'année, donc 68-82, 3000 ramenés sur 10 ans. Et sur la deuxième, Biarritz, c'est un peu compliqué parce qu'il n'y a pas beaucoup de foncier.
où il n'y en a pas du tout. Donc, on doit construire ce qu'on appelle la ville sur la ville, c'est-à-dire on doit raser pour reconstruire dessus. Donc, il se fait peu de logements, c'est un peu plus compliqué. Et peut-être qu'à Biarritz, les prix font que c'est encore plus compliqué d'acheter quelque chose, de le raser pour reconstruire, parce que peut-être que ça va s'adresser du coup à une autre clientèle. Donc, bon, c'est peut-être un peu compliqué. Le résultat, en fait, par contre, c'est que 98% de ce qui a été créé comme logement dans la période 2006-2016 a, dans le même temps, été consommé par le développement des résidences secondaires voilà, sur la ville. Donc, Biarritz n'arrive pas à créer du logement pour la population locale. Ce qui explique donc que Biarritz fait partie des communes qui perdent plus de population que 25 autres communes du Pays Basque intérieur, qui explique que l'année dernière, il y a une classe qui a été fermée dans une école. J'ai lu le nom et je ne connais pas suffisamment Biarritz, il faut m'en rappeler. Voilà. Ensuite, après Biarritz, vous avez Bidart. Alors Bidart qui, vous voyez sur la deuxième colonne, a beaucoup construit. Bidart du foncier, l'utilise et a encore du foncier. Donc, ils vont continuer sur l'avancée, donc c'est très bien. Ça crée du logement et ça crée donc des résidences principales. Donc, ils sont très incisifs. Donc, l'équipe en place est très incisive pour développer ça. Et voilà, il faut leur tirer le chapeau. Voilà, la question se pose de qu'est-ce qui va se passer demain, hein, est-ce que ça va pas ressembler à Bidart, tant qu'on n'a pas donc d'autres outils que ceux qui sont en place, eh bien, il va se passer la même chose qu'à Biarritz. Voilà. La partie résidence secondaire va à un moment grignoter. Bon, Guettard, bon, vous voyez, les résidences secondaires se développent, voilà, autant, si ce n'est même plus, donc, que les résidences principales. Hein, enfin, voilà. Saint-Jean-de-Luz, donc Saint-Jean-de-Luz aussi, il n'y a pas beaucoup de foncier. Saint-Jean-de-Luz, la part de résidences secondaires est aussi en train d'augmenter. On n'arrive pas à créer des résidences, du logement pour la population locale. Hein, vous voyez, juste 560 logements sur une période de 10 ans, 2006 à 2016, c'est très peu. Cibourg, c'est pareil. Hein, donc Cibourg, même bon, développement résidence secondaire encore plus, hein, mais bon, Cibourg aussi a du mal à créer du logement. Urugne, qui a du foncier. Bon, Urugne, donc ça va de Sokoa jusqu'à la Rune. Donc bon, il y a encore des grosses, beaucoup d'espaces fonciers. Donc il y a la possibilité de créer beaucoup de logements, hein, sur le modèle actuel. Mais on voit que les résidences secondaires se développent quand même. Hein, vous voyez la différence entre 68-82 et 2006-2016 en nombre. Hein, et Hendaye. Alors Hendaye qui voilà, qui se développe aussi en logement, mais alors résidences secondaires prennent une place phénoménale. Voilà. Là, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, la zone d'attractivité, puisque ces communes-là attirent 80% des résidences, 79% des résidences secondaires qui existent aujourd'hui sur le Pays Basque, on voit bien que là, de 1968 à 2006-2016, là, ça se développe vraiment. Qu'il y a de plus en plus de parties rouges orangées. Et aujourd'hui, pour l'instant, donc, dans ce qui nous est proposé au niveau administratif, on n'a pas d'outils pour faire face à ça. Voilà. En repère, donc en haut, on a donc Ustaritz et Cambo pour voir un peu comment ça évolue. Donc Ustaritz et Cambo qui ont développé beaucoup de nouveaux logements. Avec donc pour Cambo plus de résidences secondaires, en sachant que dans la définition des résidences secondaires, c'est ce que vous avez en première page. Alors je reviens sur la première page, ici la définition. En fait, c'est tout ce qui est bon, ce qu'on appelle résidence secondaire, c'est-à-dire des gens qui sont propriétaires d'une maison et qui viennent en vacances de temps en temps. Mais il y a aussi tous les logements meublés, enfin tous les logements qui sont loués en meublé. Hein, donc ce qu'on appelle aujourd'hui Airbnb, par exemple, et dans les résidences secondaires. Voilà. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que ce document-là, vous allez le trouver sur le site www.echalde.eu. Vous pouvez le télécharger, voilà, en format PDF, voilà, où il est accessible en permanence. Cette chose-là, là on voit une dynamique, c'est-à-dire on voit la dynamique de 68 à 2006. Je vais vous proposer une photographie d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme logement? Donc aujourd'hui on a
comme logement, on a 198 000 logements en Pays Basque Nord. Donc, on va dire 200 000 pour 300 000 habitants. Ça veut dire que on a un logement pour une personne et demie. En sachant que les ménages font 2 personnes, on a une marge de 50 000 logements. Voilà, ça, c'est les grands chiffres, qui sont donc en résidence secondaire ou loués, meublés, des choses comme ça. Dans les différentes catégories, donc en commençant du bas, donc nous avons les résidences secondaires, 44 000 logements. Nous avons ensuite les propriétaires occupants, 93 000, les bailleurs privés, 45 000, et les bailleurs publics, 16 000. Voilà. Avec, pour ce qui est des résidences secondaires, c'est en développement. Les graphiques précédents nous illustrent ça. Ceux qui sont propriétaires occupants, on va le voir un peu plus loin, sont en maintien ou en difficulté ou en diminution. On a une diminution, sensible diminution du nombre de personnes qui arrivent à devenir propriétaires en Pays Basque Nord. Les bailleurs privés, la location privée est de plus en plus compliquée. C'est très lourd, il y a beaucoup de contraintes, qui fait que les gens ont du mal à conserver les biens en location et voilà, ont tendance un peu à se défaire de ces biens-là à l'occasion de successions, de choses comme ça. Voilà. Il y avait des aides, il y a toujours des aides de l'État pour la rénovation qui sont amenées par l'ANA, l'Association nationale pour l'amélioration de l'habitat, pour la rénovation des logements. Et les bailleurs qui décident de faire des logements sociaux ou très sociaux ont la possibilité, ont des aides augmentées pour ces rénovations-là et ont des locataires qui ont la possibilité d'avoir l'APL, comme si les locataires étaient locataires, par exemple, de bailleurs publics, donc de type HLM. Les bailleurs privés, en fait, c'est un paramètre important. C'est beaucoup de gens qui conservent leur patrimoine, qui le font durer en faisant de la location. Et il y a quelques personnes dans des familles un peu plus anciennes qui font ça depuis plus longtemps, qui en tirent un réel revenu, voilà, qui vivent de location. Et nous avons donc les bailleurs publics, qu'on va appeler HLM, qui ont différentes formes. Donc ça représente 16 000 logements. Bon, vous avez entendu parler que depuis quelque temps, ils sont pas à la fête puisque l'État demande globalement à tous les offices, à tout le logement social public national, de verser 1,5 milliard € par an pour renforcer les comptes de la nation. Alors que normalement l'État était plutôt en soutien et en aide des interlocuteurs de logement public. Donc l'État demande ça et demande donc pour arriver à ça, demande donc aux offices publics HLM de céder 1% de leur patrimoine, qui est aujourd'hui un patrimoine qu'on peut qualifier de commun. Enfin, c'est un patrimoine qui est proche en fait d'un patrimoine d'État parce que ça appartient à des établissements publics. Mais donc ils ont demandé, l'État demande de vendre 1% de leur patrimoine tous les ans. Voilà, donc ça va être un peu compliqué. On parle beaucoup donc de logement social. Logement social, donc ce sont ces deux interlocuteurs-là qui le font, les bailleurs privés et les bailleurs publics. Le bailleur public, c'est quelque chose qui existe depuis les années 50 et qui représente aujourd'hui 8% des logements. Alors, ce 8% des logements est un chiffre important parce qu'en fait, on parle souvent des logements sociaux, les logements, on parle avec la loi SRU, on parle des 25% de logements sociaux qu'il faut y avoir, qu'il faut sur un territoire et tout ça. Toutes ces données-là, en fait, font abstraction de la partie jaune en bas. On ne compte pas les résidences secondaires. On ne compte que les résidences principales. Et donc, c'est pour ça qu'en bailleur public, on entend souvent parler de 10 à 11% des logements pour le Pays Basque Nord. Donc, c'est pour ça que, bon, là, vous voyez 8, voilà. En fait, je pense qu'il faut quand même tenir compte qu'un logement est un logement et qu'il faut garder dans les comptes la totalité des logements, la totalité des compteurs d'eau, compteurs d'électricité, les trottoirs, les portes, les toits, l'espace occupé. C'est tout ça qui peut permettre de loger la population. Donc voilà, là, ce qu'il faut retenir, 198 logements pour 900 000 habitants. Et un logement pour une personne et demie. Voilà. On va passer à la deuxième partie qui est la population, qui c'est qui vit là-dedans, qu'est-ce qui se passe pour elle.
Alors bon, ça va être un peu court, mais en même temps, ça fait mal. Là, on a des chiffres donc, de 2008 à 2014, c'est-à-dire sur 6 ans, la cohésion sociale qui se délite. On a regardé les gens qui gagnent le plus d'argent, les 10%, et ceux qui gagnent le moins d'argent, les 10% aussi, voilà, en termes de revenus. On a regardé comment ça a évolué sur ces 6 années-là. Et en fait, la tranche qui gagne, les 10% de ménages qui ont les revenus les plus élevés, sur cette période-là, a une progression mensuelle de revenus de 570 €. Donc, tous les mois, au bout des 6 ans, ils ont 570 € de plus qu'au tout début, que 6 mois avant, que 6 ans avant. Et ceux qui font partie des 10% des ménages les plus faibles, ils ont 30 € de plus. Voilà. Alors, ça pose la question de, aujourd'hui, par exemple, comment se passe les prises de décision sur le territoire. Est-ce que, par exemple, ceux qui sont en bleu, là, qui ont gagné 30 € de plus par mois en 6 ans, comment c'est qu'ils participent aujourd'hui à nos décisions, aux réflexions, à ce qui peut faire avancer le territoire. Voilà. Et la même chose pour ceux qui ont 10%, qui font partie des ménages aux revenus les plus élevés. Donc, bon, la réponse, enfin, j'ai pas fait une étude là-dessus, mais bon, déjà pour faire un peu de politique, pour s'occuper de tout ça, il faut avoir beaucoup de temps. Et on a du temps quand on n'a plus de soucis économiques. Et je pense que on fait partie, nous aussi, donc certainement un petit peu de la tranche d'en haut. Voilà. Et on a peut-être des fois comme ça tendance à ne pas bien comprendre ce qui se passe en bas. Et ce qui se passe en bas, c'est un tsunami. Vous avez la progression de la précarité, où on voit sur deux zones différentes, la zone en gris clair, on va commencer par celle-là, c'est sur la zone Côte Basque, donc les ménages dont les allocations CAF, caisse d'allocation familiale, représentent plus de 50% du revenu. C'est-à-dire que sans la CAF, tout ça, ça ne fonctionne pas. Quand tout d'un coup les allocations baissent de 5 €, eh bien, il y a 5 € de moins, voilà. Le loyer ne suit pas forcément à la baisse, mais c'est sûr qu'on a 5 € de moins pour payer ce loyer-là et pour payer aussi d'autres dépenses. Enfin, voilà. Ça, c'est pour ce qui est du Pays Basque. Et donc, sur ces 7 ans ici, donc, entre 2009 et 2016, il y a 26% de plus de personnes qui vivent avec plus de 50% d'aide de CAF dans leurs revenus. Et pour ce qui est de la deuxième couronne, ou enfin la zone donc Hérobi-Adour, on va dire pour aller de Sarre à Bidache. Alors là, il y a moins de précarité, vous voyez la différence. On est beaucoup plus bas en précarité. Par contre, sur cette période-là, le taux de gens qui ont 50% plus de 50% de revenus constitués d'aide de la CAF, monte beaucoup plus vite. C'est-à-dire que cette zone-là, en fait, elle va rattraper très très vite la zone Côte Basque. Voilà. Donc ça, c'est progression de la précarité de la population. Dans des revenus les plus bas, ça va très mal, quoi. Et ensuite, nous sommes de plus en plus locataires. Donc, le rêve de devenir propriétaire, quand on dit on veut créer un pays de propriétaires, c'était le leitmotiv de certaines personnes. Et bien en fait, c'est simplement pas possible. Hein, c'est un faux rêve. C'est bien de faire rêver les gens quand le rêve est un jour réalisable, mais là techniquement on ne sait pas trop comment. Même au niveau de la France, donc on voit que le nombre de propriétaires est en train de baisser, donc très sensiblement, hein, pas beaucoup on va dire, hein, mais c'est sur des grands chiffres. Et sur le Pays Basque, la descente est un peu plus importante. Donc dire que l'avenir est de devenir propriétaire, ce n'est pas la bonne issue. Et de dire aux gens que la réussite sociale, par exemple, se fera ou sera témoignée par notre capacité à devenir propriétaire, c'est aussi envoyer des gens dans l'impasse. Voilà. Voilà, donc en face, la partie d'en bas, c'est l'augmentation du nombre de locataires. De toute façon, on est propriétaire ou on est locataire. Pour l'instant, on a un schéma un peu binaire. Donc voilà, on voit le nombre de locataires qui est en train d'augmenter.
Voilà, ça c'était pour vous faire le topo en fait de ce qui se passe en Pays Basque. Après, donc nous avons une alternative qui est donc Echalde, mais je vais remonter juste au-dessus. Je vais revenir jusqu'à, en fait, je vais revenir jusque là, parce que quand on dit, dans le tableau juste avant, là, on dit qu'en fait, on a fait beaucoup de logements, c'est-à-dire qu'on a fait 30 000 logements sur une période de 10 ans où 15 000 était suffisant pour loger la population qui arrivait. Ça veut dire tout simplement que cette personne qui arrive, cette population qui arrive, n'est pas ce qui explique pourquoi on doit construire. On ne sait pas ce qui l'explique, cette chose-là. Et ce n'est pas au moins ça. L'autre chose, c'est quand on dit on veut faire du logement social. Alors évidemment, plus les prix sont élevés, les loyers sont élevés, les prix de vente, alors plus les prix de vente sont élevés, plus les gens, par défaut, cherchent des locations, ils trouvent des locations chères, donc on dit on doit faire du logement social. Pour faire de logement social, on met des moyens collectifs, on met de l'argent public pour arriver à faire des logements sociaux. Donc parce qu'il y a des aides aux emprunts, il y a des aides aux travaux, ensuite il y a des aides à l'occupation de logements. Mais le problème, c'est que le propriétaire de ces logements. S'il s'agit des HLM, c'est très bien, hein, s'ils continuent et s'ils ne décident pas ou s'ils ne sont pas contraints de vendre 1% de leur patrimoine tous les ans, c'est très bien. Donc on enlève cette clause-là des 1% et on se dit, c'est très bien. Et au lieu de 8% de logements, on doit arriver donc à 60% de logements. En fait, en réalité, ça ne s'est pas fait jusqu'à présent. Voilà. On peut analyser les raisons, mais voilà. Ce qu'on sait, par contre, c'est que les logements sociaux aujourd'hui, donc, ils sont faits par des particuliers, alors soit des particuliers qui construisent des logements pour les mettre en location, soit des particuliers qui accèdent au logement par donc l'accession sociale au logement, qui deviennent propriétaires de logement par une démarche donc qui est aussi aidée par l'État, qui est de dire, nous, on va faire plus que vous louer, on va vous le vendre, et on va vous donner des aides pour ça, et en contrepartie, pendant 10 ans, si jamais vous revendiez, vous ne pouvez pas vendre au prix du marché, vous devez vendre selon un certain indice. Voilà. La propriété privée fait que, au-delà de 10 ans, c'est compliqué de mettre des contraintes plus longues, donc c'est pour ça que c'est 10 ans, et que c'est pas 30 ans. Et juste, Benyat? Oui. Je te partage du coup une vigilance sur le temps, il est 19h14, et voilà, c'était juste pour te rappeler ça. D'accord. Je vais terminer pour qu'on puisse discuter un peu, faire tourner la parole. Donc, c'est tout ça pour dire que, en fait, quand on crée du logement social, ce qu'il faut regarder, c'est qui est le propriétaire du logement social. Voilà. Ça ne sert à rien de faire du logement social à Saint-Jean-de-Luz pour faire du logement social. Le jour où le propriétaire va vendre, ça va devenir une résidence secondaire. Les opérations programmées d'amélioration de l'habitat ou les accessions sociales à la propriété, bon, il y a tout le monde, les gens de la côte connaissent ça. Quand ils ont vu leur copain qui a accédé à ça et qui ensuite a dû vendre cher, et donc il a dû vendre donc en faisant la culbute, donc une fois ou deux fois, parce que lui-même en fait en plus il avait besoin de se reloger ailleurs. Voilà, ces choses-là on les connaît. Hein, donc à partir de là, ça amène la question à nouveau donc de la maîtrise du foncier. Hein, qui c'est qui est propriétaire de ces biens-là? Voilà, quitte à en donner ensuite l'usufruit et tout ça. Voilà, on a fait le tour. Je ne sais pas si je suis clair. Je vais essayer de ressortir là pour voir peut-être quelques têtes et qu'on puisse partager la parole. J'en profite du coup, merci Benyat, pour dire juste, je suis là pour noter les tours de parole. Donc soit vous mettez quelque chose dans la boîte de dialogue sur le côté, soit vous levez la main grâce à la petite main en bas à gauche, et avec plaisir. Et du coup, qu'est-ce que je veux dire? Oui, si vous voulez laisser votre mail aussi dans la boîte de dialogue, ça nous permet de faire, de rentrer votre mail et de pouvoir vous informer des prochaines actualités et visioconférences, etc. Et puis voilà, c'est à vous. Si quelqu'un a bien est OK pour ouvrir le bal. Oui. Alors, il y a un micro qui s'est ouvert. Oui. Qui est-ce? Est-ce qu'il peut y avoir un prénom? Yera Saïna, Jean-Claude. Super. Oui, j'avais une question. D'abord, bravo pour avoir
pris un angle différent des autres études, et puis d'avoir aiguisé un peu le regard pour donner des chiffres qui ne sont pas forcément aussi précis sur le PLH. Moi, j'avais quelques remarques. D'abord, tout ce que tu viens de dire, ça fait peur. Bon, on va pas se faire peur tout le temps, donc je vais arrêter là-dessus. Mais je vais juste dire que tu as arrêté tes chiffres en 2016 et que depuis 2016, il y a 5 ans qui ont passé et que les dernières 5 ans qui ont passé ont accéléré encore le mouvement. C'est une évidence. Je dirais même que la dernière année qui vient de passer a accéléré encore le mouvement. Ça, c'était une remarque. Une autre remarque par rapport à ce que tu as dit, c'est le logement, le meublé touristique, etc. Beaucoup de ce qu'on appelle les logements vacants sont en réalité des logements meublés, mais planqués, c'est-à-dire du Airbnb planqué. Donc ça a été dit dans l'étude qui a été faite. On ne sait pas exactement combien ça fait, mais enfin, il y en a un certain nombre, certainement pas négligeable, de logements meublés vides et qui sont loués à Airbnb et qui passent donc au travers de tous les filtres du fisc et des taxes, etc. Une autre remarque que je voulais faire, c'est que les résidences secondaires, il y a des communes qui résistent, et elles résistent en pourcentage, je parle de la côte, hein, elles résistent en pourcentage, mais si on regardait les chiffres en absolu, elles ne résistent pas, hein, ça augmente toujours, hein, le nombre de résidences secondaires dans les communes qui résistent augmente toujours. C'est simplement parce qu'il y a beaucoup de logements que finalement on arrive à faire du principal dans le tas, quoi, parce qu'il y en a une multitude. Et enfin, j'avais une question à poser à Beñat. On parle que du neuf. Il se trouve que moi j'habite dans l'intérieur, que je sens confusément, et j'ai bien l'intention de creuser cette question, que au-delà du neuf, il y a l'existant, c'est-à-dire l'achat-revente de l'existant, dont j'ai vu un chiffre dans le PLH, mais je ne me rappelle plus exactement lequel c'était, qui n'est pas négligeable, qui alimente là aussi la résidence secondaire et la spéculation. Est-ce que Beñat, vous avez quelque chose de plus précis sur cette question? Voilà, merci et bravo encore. Merci Jean-Claude. Peut-être d'autres questions? Donc, il n'y a pas d'autres questions. Alors, je vais répondre à Jean-Claude. Pour ce qui est des résidences secondaires à l'intérieur, donc on n'a pas fait cette étude-là parce que c'est tellement flagrant sur la côte et pour l'instant la concentration elle est très marquée sur la côte. Et puis ce phénomène en fait de désertification que je disais aujourd'hui à quelqu'un qui me disait mais en même temps en fait on peut pas dire une désertification, c'est plein de monde. Et ouais, j'ai dit ouais, moi aussi quand je vais sur la côte, effectivement, je rencontre plein de monde, mais je rencontre pas des écoles qui se ferment. Quand une école se ferme à Saint-Engrâce ou à Larot, c'est annoncé depuis 60 ans ou 80. Jean Pitreau déjà annoncé ça, mais bon, voilà, c'est la déprise quoi. C'est la même chose que dans le Massif central. Mais qu'une école se ferme à Biarritz, c'est pas possible, c'est pas concevable. Ça traduit bien que la population est en train de partir. Et qu'elle est en train de partir par la pyramide d'âge, quoi. Il manque les étages du dessous, quoi. Et donc c'est pour ça que la résidence secondaire, en fait, qui aujourd'hui gagne du terrain sur la côte et amène la population qui habitait sur la côte, qui est originaire de la côte, à venir à l'intérieur, c'est un phénomène qui est très fort, hein, qui fait qu'il y a des bouchons tous les matins à Mignon et ailleurs. Alors, c'est vrai qu'il y a des résidences secondaires aussi à l'intérieur qui se développent. Alors, on a un travail à faire à l'intérieur, on a un travail à faire sur la côte. Il existe les outils d'urbanisme, les outils juridiques qui nous permettent d'intervenir là-dessus. Alors, c'est plus compliqué peut-être sur la côte, mais c'est relativement plus compliqué. Enfin, je veux dire,
c'est pas vraiment plus compliqué. C'est plus compliqué parce que c'est plus cher. Et donc, c'est plus facile à l'intérieur parce que c'est moins cher. Nous, à Echalde, par exemple, on a décidé d'acheter 2 immeubles. Donc, en 2007, on a acheté 2 immeubles, on a fait des rénovations et on les loue pour tester le système Echalde. Mais parce que c'était à l'intérieur, c'était moins cher. En même temps, il y a moins de demandes à l'intérieur. Donc, c'est plus compliqué à louer. Si on avait un jour, si on se cassait la pipe, ça serait plus notre souci. Si les biens à l'intérieur ont peu de valeur. Sur la côte, par contre, beaucoup de valeur. Ça veut dire que si on fait des opérations sur la côte, mais les gens vont quand même vouloir continuer à rester sur la côte. Si on intervient sur la propriété foncière, tout simplement à Biarritz, les gens voudront continuer quand même de venir sur Biarritz. Donc, l'attractivité ferait qu'on pourrait faire des choses sur Biarritz. Voilà. Et donc, ces maisons de l'intérieur qui deviennent, donc ces bourgs, des maisons de bourg ou des quarts, mais au moins de bourg, c'est ça qui est le plus grave, dans les cœurs de ville, quoi, dans les villages, mais même à Saint-Jean-Pied-de-Port ou à Mauléon ou à Asparin ou à Saint-Palais, ces grandes maisons on ne sait pas trop quoi en faire et qui se vident et qui un jour peut-être vont devenir résidences secondaires. Mais là, peut-être on a des choses à faire ensemble, collectivement. Je ne sais pas si je peux parler. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au constat? Parce que nous, on le voit un petit peu linéaire. Enfin, c'est-à-dire que le fait que quelqu'un qui naît à Anglet, par exemple, et qui doit aller déménager, je ne sais pas où, qui doit aller à Bénesse-Marraine pour vivre et qui revient travailler tous les matins à Anglet, c'est problématique. C'est la même chose s'il vient à Saint-Martin-d'Arossa, hein, et c'est problématique. Donc, nous, notre idée, c'est qu'en fait, il y a un terrain d'urgence, c'est la côte, et il y a un terrain où on peut préparer des choses peut-être plus sereinement, c'est l'entrecôte et puis un peu plus à l'intérieur, quoi. Alors, est-ce que sur ce schéma-là, est-ce qu'il y a d'autres questions, comme Jean-Claude, celle de Jean-Claude, ou est-ce que vous voulez qu'on parle un peu de solutions? Personne ne veut parler. C'est dommage. Tout le monde est timide. Ouais. Bon, donc, ça manque d'une salle où on se voit, quoi. Alors, il y a Dominica qui écrit dans la boîte de dialogue. Je te laisse lire parce que sinon, je... Atera bideak laiparditzagun. Voilà. Donc, les solutions. Donc, les solutions, en fait, il y a une solution. C'est il faut qu'on maîtrise le foncier. C'est-à-dire, il faut qu'on puisse avoir notre parole sur ce qu'il se passe sur chacune des parcelles cadastrales du territoire. Quand nous aurons cette parole-là, nous pourrons effectivement faire ce PLH et on pourra batailler pour savoir s'il faut 80% de logements sociaux ou 5, ou si on se dit qu'il faut 10% de résidences secondaires ou s'il en faut 90, voilà. Parce qu'on maîtrisera les choses. Alors, la maîtrise du foncier, c'est pas très compliqué. On va dire qu'il y a trois niveaux. Enfin, il y a au moins le niveau global, le niveau que défend Echalde là tout de suite ou depuis quelque temps. C'est tout simplement, on devient propriétaire des biens. Et ensuite, Echalde, par exemple, devient propriétaire des biens. Alors, l'intérêt, c'est de devenir propriétaire en commun. C'est-à-dire, on doit sortir de la propriété privée individuelle. En résumé, on a la propriété collective, c'est les communes, et la propriété individuelle, ce sont les gens. Hein. Les gens ou des structures, mais c'est pas des structures. Par exemple, une entreprise, une société, voilà. Mais dans toutes les sociétés ou quand c'est des gens, des personnes physiques, c'est toujours au bout de la part sociale, il y a toujours une personne. Voilà. Et donc là, on est dans ce qu'on appelle la propriété privée individuelle. Voilà. On doit sortir, en fait, la propriété privée, tant qu'on n'est pas une commune, on est propriété privée. Mais au lieu qu'on soit propriété privée individuelle, le but, c'est de devenir propriété privée en commun. C'est-à-dire de monter une structure, alors c'est démultipliable, hein, ça veut dire une structure ou plusieurs structures qui deviennent propriétaires sur le long terme, et c'est la structure personne morale qui est propriétaire.
et elle donne l'usufruit, ou elle vend l'usufruit, ou elle loue la partie location, c'est-à-dire il y a une personne qui habite là et qui a donc comme ça le droit d'habiter. Si c'est l'usufruit, ça veut dire que la personne morale qui est propriétaire, elle vend le droit d'habiter, le droit de l'usage, et à une personne ou à un groupe de personnes, si c'est par exemple une coopérative ou des gens qui veulent acheter ça en indivision ou comme ils veulent. Et voilà, on est toujours donc, on a donné là l'usufruit, on a vendu. Quand l'usufruitier un jour vient à décéder, l'usufruit revient à nouveau à la nue propriété, c'est-à-dire ce n'est pas perdu. L'usufruit ne peut pas vendre ça sur le marché global, dans la mesure où le nu propriétaire, en cas de vente, lui aura dit ok, tu peux vendre, mais vous pouvez vendre, mais à condition que, par exemple, ça soit votre successeur soit aussi quelqu'un qui utilise ça en résidence principale, si c'est pour du logement. Ou alors, vous pourrez vendre si c'est pour une activité artisanale, pourquoi pas, mais à condition que ça reste une activité artisanale. Voilà. Il ne faut pas que ça devienne, par exemple, pour ce qui nous concerne, une résidence secondaire. Voilà. Et comme ça, on peut décider sur un terrain à Bayonne, à Anglet, ou sur un appartement à Anglet, ou à Bayonne, ou à Biarritz, à Urugne, où on veut, on peut décider de l'usage. C'est-à-dire qu'à un moment, on l'achète et on revend. Et quand on revend, on met cette servitude-là, c'est pas une servitude, on met cette condition-là, cette condition d'usage. Alors, c'est rien de révolutionnaire. Hein. Ça existe en fait déjà dans les plans locaux d'urbanisme. On va tout simplement pas jusque-là. C'est-à-dire dans les plans locaux d'urbanisme qui sont dans une bonne partie des communes, on dit déjà, dans tel secteur, on pourra faire du logement. Dans tel secteur, on pourra faire du commerce. Dans tel secteur, on pourra faire de l'artisanat. Voilà. Mais on va plus loin. C'est-à-dire, dans tel secteur, on pourra faire tel type de commerce. Et donc, quand on peut dire quel tel type de commerce on va faire dans tel secteur, on peut facilement dire tel type de logement, tel type de mode d'occupation il y aura dans tel secteur. Et donc, la collectivité, elle a déjà la possibilité, en fait, d'orienter le mode d'occupation. Voilà. Alors, la collectivité peut le faire. La collectivité, ça veut dire que c'est la majorité des gens qui auront voté pour une certaine équipe, qui peut être un jour renversée. Donc, ça peut être, c'est une démarche à avoir, c'est un niveau de travail à avoir. Mais il y a aussi un autre niveau de travail à avoir, qui est en fait que ce soit la population qui le fasse. Quand un groupe a compris comment ça peut fonctionner, quand un groupe a envie de faire quelque chose dans un quartier, eh bien, ce groupe-là peut le faire, sans attendre personne et sans que ça coûte les yeux de la tête, puisqu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir la totalité du prix de vente pour pouvoir le faire, puisqu'on peut faire même des achats et des reventes, tout simplement en mettant cette clause-là en chemin. Voilà. Donc ça, c'est en fait l'idée des Tchaldés, c'est d'intervenir en fait à l'intérieur de la parcelle cadastrale. Et voilà, ça peut se démultiplier. Et voilà. Ça, c'est pour le mode de propriété. L'idée aussi, donc, c'est on est dans un rapport bailleur à locataire. Ça, c'est la règle standard. Et l'idée, c'est de sortir de ce rapport bailleur à locataire, parce que ce rapport bailleur à locataire génère énormément de conflits d'intérêts. C'est des intérêts divergents. Et donc, on passe beaucoup de temps de notre vie à batailler les uns contre les autres. Alors que là, on est en train de rentrer dans une phase tout à fait nouvelle. Aujourd'hui, la société est en train de rentrer dans une phase toute nouvelle. On doit inventer un nouveau monde où on doit économiser la planète. Alors, pour l'instant, c'est beaucoup de discours, mais dans la pratique, ça va être un peu compliqué. Il faut qu'on ait du temps pour parler entre nous. Il faut qu'on ait du temps pour écouter, pour comprendre, pour mettre les mêmes choses derrière les mêmes mots et tout ça. Donc, cette chose-là ne pourra pas se faire si les gens sont en train déjà de batailler, savoir est-ce que tu as payé ton loyer ou pas ton loyer. Voilà. Donc, on doit sortir de ce système-là. Les locataires doivent devenir des gens qui n'ont personne au-dessus d'eux. Ils sont usufruitiers. Ils regagnent la totalité de leur dignité. En regagnant la totalité de leur dignité, ils ont a priori plus la possibilité de participer à la vie collective, à la vie démocratique, à apporter leur savoir-faire, leur créativité. Aujourd'hui, on gâche beaucoup de notre capacité parce que les gens sont écrasés par ce système féodal de bailleur à locataire. C'est pas le système historique du territoire sur lequel on vit. C'est un système qui est arrivé petit à petit, et ça a pris des siècles pour que ça s'instaure, mais ce n'est pas notre système d'origine. On avait un système d'origine bien plus créatif que ça, et on doit y revenir. Voilà.
Donc ça, c'est les manières en fait d'intervenir, c'est que le foncier ne soit plus remis à la vente à chaque décès de personnes physiques. Et Beñat, il y a une prise de parole dans quelques instants. Je fais juste une rapide interruption pour dire qu'il est 19h31, donc on arrive au bout de l'heure qu'on s'était proposé pour ce soir. Moi, j'aimerais proposer à tous les participants, participantes, de peut-être laisser dans la boîte de dialogue soit des notions qui ont été à peine abordées sur lesquelles ils aimeraient revenir, ou en tout cas, voilà, si vous avez des choses que vous aimeriez approfondir dans les prochaines visios, je vous propose de les partager là sur le côté dans la boîte de dialogue. Et je vous rappelle également, j'ai mis l'adresse, le lien pour suivre Echaldé sur Facebook, si vous le souhaitez. Et je vous rappelle que vous pouvez laisser votre mail, comme ça on pourra aussi vous envoyer tout ce qui se passe au niveau d'Echaldé. Et je laisse la parole de suite à celui qui va demander, je ne sais plus qui c'est. Oui, c'est encore, il est là, Sania. Jean-Claude. Oui, juste une question. Je suis élu et je participe à des groupes autour de ces questions de l'habitat, du foncier, etc. Et moi qui n'étais pas forcément un spécialiste, je commence à apprendre beaucoup de choses. On parle beaucoup là où je participe des OFS, c'est-à-dire les organismes fonciers solidaires et des BRS, le bail réel et solidaire. Est-ce que, Beñat, tu peux me faire la différence entre le concept d'Echaldé et ce qu'on appelle le bail réel et solidaire, qui ressemble beaucoup à ce que tu nous expliques? Merci. Donc, OFS et BRS, donc Office foncier solidaire. Donc, c'est l'État qui a instauré une exception dans le droit de propriété, c'est-à-dire que normalement, le bâti appartient au propriétaire du sol. Je construis une cabane chez mon voisin, et bien la cabane appartient au voisin. Voilà. L'OFS, donc l'Office foncier solidaire, permet donc de dissocier le bâti du non bâti. Et donc, l'Office foncier est propriétaire du sol et propose à la vente la possibilité de construire quelque chose sur ce terrain-là. Et donc, se construit un immeuble et des gens viennent et achètent chacun son appartement, donc sont propriétaires des murs de l'appartement, et doivent payer donc une contribution à vie à l'office foncier pour louer en fait l'espace sur lequel cet immeuble a été construit. Alors, le bail réel solidaire est en fait le bail qui lie en fait le propriétaire de l'appartement au propriétaire du sol, donc qui est le propriétaire, c'est l'office foncier. Donc il y en a deux en Pays Basque à l'heure actuelle, c'est tout récent. Et donc la différence avec Echaldé, c'est que en fait on est là-dedans, on est dans le même, c'est le même concept. C'est l'idée que bon, il y a aussi des gens qui pourront pas construire les murs, enfin, je veux dire, qui pourront pas financer les murs, et qu'il faut aussi pouvoir loger des gens qui n'ont pas donc cette capacité de financer les murs. Et donc nous, notre idée, c'est que même les murs aussi soient en fait en OFS. C'est-à-dire qu'on va vendre l'usufruit à ceux qui peuvent l'acheter cash, on va le vendre de façon étalée à ceux qui peuvent pas l'acheter cash, qui n'ont pas de banque pour financer. Donc ils paieront ça comme si c'était un loyer. Enfin, au niveau d'un loyer, tant qu'ils ont à le payer, après ils arrêteront de le payer. Mais dans le temps nécessaire, voilà, nous c'est les murs et le sol, ça c'est le principe d'Echaldé. Et donc on retrouve exactement ça. Ce qu'il faut faire comme parallèle. Alors bon, pour aller un petit peu plus loin, c'est l'OFS prévoit, donc il y a plusieurs OFS au niveau national avec qui ont des règles différentes les uns des autres. En fait, bon, ceux qui nous concernent ici en Pays Basque prévoient aussi donc une limitation lorsque les gens vendent leur appartement. La vente est indexée selon l'indice du coût de la construction, qui fait qu'en fait ils ne peuvent pas vendre suivant le coût du marché, hein, ils vendent selon l'indice et ils vendent donc en résidence principale. Et donc, on a déjà avec l'OFS un outil qui fait ce que souhaiterait faire Echaldé. Et donc, l'OFS le fait très bien. L'OFS a les moyens que n'a pas Echaldé. Voilà. Mais l'OFS est un office, donc comme l'office HLM.
C'est-à-dire que l'OFS, donc, elle est aujourd'hui gérée par les élus et le préfet. Et donc il faudrait à terme ou rapidement qu'on constitue, nous, en fait, notre OFS, qui peut être Echald ou qui peut être autre chose, hein, qui peut s'appeler différemment. Mais en fait, il faut qu'on constitue cette personne commune, cette personne morale commune qui devient propriétaire des choses pour pouvoir donc en limiter le prix de vente à chaque vente et qui permet aussi d'orienter l'usage. Voilà, je ne sais pas si je réponds, Jean-Claude. Oui, ça se ressemble beaucoup en fait, hein, sauf que c'est effectivement l'organisme qui est pas tout à fait le même. Et juste pour te dire, je l'ai mis en chat, mais il y a trois OFS en fait aujourd'hui, et il semblerait que en Pays Basque, en tout cas, ça devienne un peu à la mode parce qu'il y a des candidatures qui pourraient faire que ça monterait à 5 ou 6. Ce qui laisse peut-être un peu dubitatif, parce que si des gens se précipitent sur cette faille-là ou sur cette exception-là, moi, enfin, naïvement, je me dis qu'ils doivent avoir un intérêt, et du coup, je suis dubitatif. Voilà. Alors, oui. Juste, il y a une question aussi de Dominica qui demande un usufruit, ça coûte combien? Et Beignat, après, je te proposerai qu'on clôture pour peut-être, après que tu aies répondu. Ah, d'accord. Et il y a une demande de parole après de Beignat. Ou Beignat, tu poses ta question maintenant peut-être, et après comme ça, tu fais toutes les réponses d'un coup? Oui, je vais faire toutes les réponses d'un coup. Dans le coût de l'usufruit, voilà, ça c'est un. Donc il y a l'autre Beignat qui voulait poser une question, qui demandait à prendre la parole, ou alors c'était une erreur. Beignat Claverie. Beignat Claverie, Beignat Claverie? Non. Beignat Claverie, Minsat Tunaïs. Bon, je vais répondre donc à Dominica. Et oui, donc Jean-Claude, bon, pour continuer donc avec Jean-Claude, l'idée en fait c'est voilà, s'il y a beaucoup de gens qui veulent faire de l'OFS, pourquoi il y a cet intérêt-là et tout ça. Voilà, il y a aussi que voilà, comment une exception peut durer dans le temps, une exception instaurée par l'État et qui est très intéressante pour l'instant, il faut la pousser au maximum. À quel moment est-ce qu'il n'y a pas un moment donc un effet de retournement où l'État tout simplement demande d'autres comptes à ces OFS là. Voilà. Donc le coût de l'usufruit, en fait, le principe c'est que alors le coût de l'usufruit normal est calculé de façon classique. En fait, il y a une personne physique qui est propriétaire d'un bien et elle conserve l'usufruit et elle donne la nue propriété, par exemple, à ses enfants. Ça c'est la chose classique. Elle prépare en fait la succession et les enfants en fait deviennent totalement propriétaires au décès de la personne qui leur a donné l'usufruit, qui leur a donné la nue propriété. Et donc cette transmission là, elle est gratuite au moment du décès de celui qui a donné la part nue propriété. C'est la part nue propriété qui permet en fait qui donne la capacité, on va dire, de vendre en raccourcissant un peu. Voilà, c'est un poil plus compliqué, mais voilà, c'est ça. Donc, on calcule en fait à ce moment-là le prix en fonction de l'âge de la personne qui conserve la nue propriété, qui conserve l'usufruit, celui qui continue à en bénéficier, donc la personne âgée. Si elle n'est pas très âgée, c'est-à-dire à 50 ans, l'usufruit va se payer tant par mois. En fait, l'usufruit sera pas très élevé puisque le nu propriétaire, pendant pas mal de temps, ne pourra pas occuper le bien. Donc, du coup, ça coûte pas très cher parce qu'en fait, on peut pas en bénéficier de suite. Par contre, si la personne, l'usufruitier est âgé, la personne âgée est déjà très âgée, voilà, ça coûte cher. Alors, qu'est-ce qui se passe pour nous, par exemple? Nous, Echald n'aura pas d'âge puisqu'elle n'a pas prévu de dormir, de mourir. C'est une personne morale. Comment on va calculer l'usufruit? Pour l'instant, on n'a pas avancé là-dessus, on n'a pas été jusque-là. L'idée, c'est tout simplement qu'un bien acquis une fois est acquis pour toujours.
C'est-à-dire qu'on achète un appartement dans le Petit Bayonne, et bien l'appartement, une fois qu'il est payé, le plus compliqué, c'est le payer la première fois. Ensuite, la personne morale continue d'exister, et puis il peut se succéder 2, 3, 4, 5 usufruitiers sur ce même appartement qui continue toujours à payer, en fait. Alors, le premier, il va quand même devoir payer tout ce qu'on n'a pas pu payer différemment. Donc, peut-être qu'il va devoir payer cher. Et les suivants, en fait, ils vont pas payer pour cet appartement-là. Les suivants vont payer pour financer l'acquisition d'autres appartements. Voilà. Et donc, c'est là qu'on peut, en fait, intervenir sur le niveau de l'usufruit, du prix là, de cet usufruit-là. Ben, ce niveau de prix, comme on l'a modélisé aujourd'hui, hein, on l'a fixé donc à 4 € du mètre carré. Global, lissé sur tout le Pays Basque, mais bon, après, il faudrait moduler, c'est à affiner, hein, mais en fait, c'est ces 4 € qui permettent d'acheter d'autres biens. Voilà, c'est tout simplement l'autofinancement populaire d'acquisition de nouveaux biens qui eux-mêmes, puisqu'ils ont été financés par ça, eh bien, vont générer donc d'autres 4 € du mètre carré pour acheter d'autres biens. Voilà. L'idée, c'est tout simplement que tout le monde participe au développement du commun, qu'on puisse acheter comme ça de plus en plus de mètres carrés, mais que ce niveau-là ne soit pas élevé pour permettre à ces gens-là de vivre une vie un peu normale, qui ne court pas, qui soit pas à 40% aujourd'hui de leur revenu qui passe dans le logement, hein, mais qui soit plutôt de l'ordre de 20%, quoi. De 20% ou de 15 ou de 10%. À niveau bas, pour que les gens puissent à nouveau pouvoir participer à la vie, enfin c'est un des éléments, à la vie collective. Voilà pour le prix de l'usufruit. Oui, qui d'ailleurs n'est pas forcément la normalité. En tout cas, tu as dit avoir une vie normale, mais en fait aujourd'hui on ne propose pas trop ça. Beignat Claverie a de nouveau levé plusieurs fois la main pendant que tu commençais à répondre. Est-ce que Beignat, tu veux ouvrir ton micro? Oui, vous m'entendez? Oui. Vous m'entendez là? Oui. Echaldé, si j'ai bien compris, Echaldé vise une appropriation collective de la nue propriété. Quelles sont les sources de financement pour accéder à cet objectif? Alors, les sources de financement pour accéder à financer la nue propriété. Ouais. Oui. De la nue propriété, quoi. Oui. Alors, aujourd'hui, ce qu'on a démarré en 2007, ben, on a fait par emprunt, c'est-à-dire à ce moment-là, on était une cinquantaine, on a mis chacun 500 €, ça faisait 25 000 €, et avec ça, on a trouvé une banque qui nous a prêté 440 000 €. On a acheté donc 2 immeubles, ça fait 6 logements, 9 garages et un local associatif commercial, quoi. Voilà. C'est en train de se payer et on a donc la moitié du chemin qui est fait. Il nous reste encore une quinzaine d'années ou 16 années à payer encore. Voilà. Donc ça, c'est un des modes de fonctionnement, de financement qui est très long. Voilà. En même temps, il est très long, mais en même temps, il s'autofinance. Ça veut dire que aujourd'hui, en Soule, on pourrait racheter la Soule. Voilà. Si on décidait collectivement de racheter la Soule, on pourrait racheter la Soule. Et ce qu'il y a de bien en Soule, c'est qu'on n'a pas besoin d'acheter les fermes, les exploitations, parce que là, la nue propriété, elle est déjà à la possession des familles. Voilà. Et donc ça, on doit voilà. Là, on a le modèle, quoi. On a le truc par rapport à la question qu'il y avait tout à l'heure, combien ça coûte l'usufruit. Un paysan aujourd'hui, c'est usufruit 0. Voilà, parce que la famille a décidé que c'était 0. Voilà. Alors, ça, c'est cette forme-là. Aujourd'hui, c'est par emprunt, mais c'est long. Bon, on a une autre piste qu'on n'a pas encore travaillée, c'est le don. Hein. Il y a des gens qui sont susceptibles de donner. Lors d'une présentation d'Echalde il y a 3 ou 4 ans, il y a quelqu'un à la sortie qui m'a dit, mais nous, on a une maison à donner avec mon frère, on n'a pas d'enfant, et donc on pourrait bien la donner à Echalde. Eh bien, on n'a tout simplement pas mis en place ça, parce qu'on n'est pas assez nombreux, personne n'a pu se libérer pour aller voir ces gens-là et travailler avec eux comment on pouvait faire ça. Voilà. Mais en réalité, il y a des gens qui sont prêts à donner. Ensuite, là, on est en train de travailler, donc on est aujourd'hui en statut association loi 1901, et justement pour arriver à accéder à des financements un peu plus conséquents, et pour pouvoir introduire un mode de gouvernance, parce qu'en fait, tout est dans le mode de gouvernance partagé. Enfin, au moins les outils, parce que c'est pas les outils ne font pas tout, hein. Après c'est les gens.
Donc, on passe en société coopérative d'intérêt collectif. Donc, on est en train de rédiger les statuts qui sera adossé à quelque chose une autre structure qui va permettre de recevoir les dons. Pour ce qui est de la SIC, la société d'intérêt collectif, on doit se faire agréer, en fait. L'idée, c'est d'avoir donc de l'épargne populaire, hein, en résumé. Mais bon, le chemin est un peu compliqué puisqu'on fait de l'immobilier. L'immobilier a par définition, au niveau de la fiscalité française, un intérêt comment on appelle ça? C'est une société qui fait du bénéfice. Enfin, c'est soumis à l'IS, quoi, l'impôt sur les sociétés. Donc, d'office, même une société coopérative d'intérêt collectif, elle fait de l'immobilier, donc elle est soumise à l'IS. Donc, comme elle est soumise à l'IS, elle n'a pas droit à certains abattements fiscaux des gens qui participeraient au capital. Voilà. Pour que ça soit possible, il faut qu'on ait un agrément qui s'appelle l'agrément ESUS, entreprise solidaire d'utilité sociale. Donc, c'est cette petite partie délicate là qu'on doit mettre en route maintenant. Et donc, si on arrivait à être ESUS, alors ce n'est pas exclu, c'est pas gagné, mais c'est pas exclu. Si on arrivait à ça, ben, chaque personne qui investirait dans l'achat de nue propriété ou dans l'achat de biens dont on revendrait l'usufruit, aurait un abattement de 25% de son apport. En contrepartie, il devrait laisser ces biens-là, ces sommes-là, pour une durée de 5 à 7 ans, je ne sais plus combien, et puis ensuite les laisser ou les ressortir et les remettre éventuellement dans une autre société identique. Alors, ce ne serait pas Echalde, ça serait la société, je ne sais pas quoi, la Raun, ou ça serait la société Chantagrassi, et hop, on refait pareil, quoi. Voilà. On a une ingénierie, en fait, de fiscalité à mettre en route, en commun, et avec ça, on a les outils. Ça, c'est les outils pour défiscalisation. Mais on a aussi des gens qui seraient certainement à même, alors ça, on n'est pas encore sûr, mais qui seraient à même de nous prêter de l'argent sur du long terme. Donc ça, on ne sait pas faire. Hein. Les gens savent prêter sur du court terme. Si on demande comme ça, il y en a qui vont nous prêter 1 000 € sur, mettons, 3 ans, ou 5 000 € sur, 5 ans. Bon, voilà, c'est déjà mieux. Mais le problème, c'est au bout de 5 ans, alors qu'on est en train de financer un bien qui, par l'usufruit ou la location, si les gens n'accèdent pas à l'usufruit, parce qu'on doit démarrer avec les gens qui ont le moins de moyens financiers, comme occupants, ben, il faut plus de temps que 5 ans pour payer ça. Donc, en fait, tout simplement, il faut qu'on récupère 100 et qu'on n'utilise que 30 pour acheter. Voilà. Donc, ça, c'est pour l'instant, les modes ces 3 modes-là, hein, c'est le mode, par emprunt, c'est très long, par don, c'est très rapide, et par toutes ces histoires de défiscalisation et de monter tout un système qu'on doit faire. Voilà, ça, c'est les 3 modes pour arriver à financer, donc, cette nue propriété commune. Émile Chervignac. Il y a un commentaire d'Iban et Manon. Je ne sais pas si tu le vois, je te laisse le lire parce qu'il est un petit peu long. Et après, c'est vrai qu'il y a tout un travail autour justement du statut d'usufruitier, d'usufruitière qui est en cours au sein des CHLD. Et on vous invite avec les bras grands ouverts, si vous avez un peu de temps ou de l'intérêt à venir contribuer, bienvenue. Et si c'est juste pour suivre et pour diffuser l'information, bienvenue également. Je rappelle une dernière fois, vous pouvez laisser donc votre mail ou nous suivre sur les réseaux sociaux. C'est bon, Benyat. T'as coupé ton micro. Et après, moi, je vais devoir partir, donc soit je te laisserai clôturer, soit on clôturera ensemble. Non, je pense, à moins qu'il y ait d'autres questions, hein, moi je suis disponible, mais on peut clôturer aussi. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à lever la main. Hein. Alors, quid de cette personne ne veut plus de son usufruit de son vivant, rachat de l'usufruit restant à Echalde, si l'usufruit veut vendre son... Alors, je vous le lis, en fait, hein, parce que, donc, par exemple, une personne qui a 75 ans, son usufruit vaut 30% de la valeur en pleine propriété. Donc, ça, c'est une référence à des textes, donc, qui existent déjà, des textes fiscaux. Donc, oui, si cette personne ne veut plus de son usufruit de son vivant, rachat de l'usufruit restant par Echalde, si l'usufruitier veut vendre son usufruit à une autre personne, le problème qui peut se poser, c'est qu'on ne peut vendre
que ce qui nous appartient. Autrement dit, l'usufruit du deuxième usufruitier s'éteindra au décès du premier usufruitier. Eh bien, bravo Iban ou Manon, parce que c'est exactement ça. Et donc, voilà, donc ce qu'explique Iban et Manon, c'est en fait que quand on vend l'usufruit à quelqu'un, cet usufruit dure pour la durée de vie de cette personne-là. Même s'il le vend à quelqu'un d'autre, s'il le cède à quelqu'un d'autre, cet usufruit va s'éteindre au décès du premier usufruitier. Voilà. Alors, l'idée des Chaldées, c'est en fait que c'est de donner la possibilité aux gens de transmettre l'usufruit. Alors, ça veut dire que la première personne vend, mettons, à son fils, et le fils, il perd l'usufruit au décès de ses parents. Et bien en fait, ce qu'on a prévu dans les Chaldées, c'est que le fils continue en fait à rester là, parce que le point fort, c'est qu'on doit donner la possibilité aux gens d'accéder à la sédentarité choisie. Aujourd'hui, on nous a présenté comme un monde moderne de progrès, qu'il faut bouger, qu'il faut se déplacer, il faut de la mobilité, tout ça. C'est plus il y a de vent, plus il y a de poussière, mieux ça va. Et en fait, non. En fait, oui, en fait, non. Hein, il faut aussi qu'il y ait des gens qui puissent rester à un endroit. Et puis, il faut qu'ils puissent s'ancrer à un endroit. Il faut qu'une famille à Pestegui puisse rester, si elle a envie, à côté de l'église, quoi. Et donc, sur le fronton, et qu'elle joue à la pelote, qu'elle montre comment on joue à la pelote à tous les jeunes du village. Et donc, cet usufruit doit se transmettre dans la famille. Donc, l'idée des Chaldées, c'est pas de choisir à chaque génération, à chaque fin d'usufruit, de choisir une nouvelle personne qui est dans la galère, celle qui est la plus dans la galère. C'est tout simplement si cette famille-là a choisi de rester là, il faut lui donner la possibilité qu'il y ait un membre de cette famille-là qui continue de rester là. Chaque personne porte une culture, chaque famille porte une culture autour d'elle. Et quand il y a sur une même place 3 familles qui sont là avec leur même culture depuis plusieurs années, ces 3 familles-là, plusieurs générations, pardon, elles structurent la place. Quand il y a un nouveau qui arrive dans le coin, là, il ne sait pas d'où, il a un pneu crevé, et bien, un des 3 va savoir dire, soit il va savoir réparer, soit il va savoir dire, tiens, va à telle maison, eux, ils vont te le faire, ils vont t'aider. Voilà. Donc, l'usufruit, en fait, on doit le transmettre de génération en génération, comme ça se fait dans les fermes, hein, pareil. On n'a rien inventé, hein, avec Chaldées. Ça s'appelle pas Chaldées trop par hasard, mais on n'a rien inventé. Il faut tout simplement mettre au goût du jour ce qui a fonctionné pendant des millénaires et casser certaines, comme au moins un peu de conclusion. Je ne sais pas s'il y a des gens qui veulent intervenir. N'hésitez pas, même après ma conclusion. Hein. Il y a pas de. Ce qu'on doit arriver à éroder, à ternir un petit peu, c'est des idées toutes faites. Hein. C'est que par exemple, pour faire de l'immobilier, il faut de l'argent. C'est vrai, ça peut aider, mais en fait, c'est pas vrai. La phrase, elle n'est pas terminée. Il faut, avant de l'argent, il faut du droit. Et le droit, la connaissance du code civil, la possibilité de dire voilà, ça on peut le faire, ça on peut le faire, de demander à des notaires de faire ci, de faire ça. Voilà, ça, on a cette possibilité-là. Donc, cette possibilité-là est partagée par beaucoup de monde. On a la possibilité de faire remonter ça auprès de nos élus ou d'être élus sur des projets comme ça. Donc, on a cette possibilité de partager les choses. Donc, ça, c'est une idée forte qu'on doit se dire. C'est que le logement n'est pas une histoire d'argent. C'est une histoire de culture. C'est une histoire de vision. C'est une histoire de comment on nous l'a présenté. Mais on n'est pas responsable de comment on nous l'a présenté. On est responsable de ce qu'on fait de cette représentation-là, dont on a hérité. Et l'autre chose sur laquelle on doit lutter là très vite, c'est cette idée-là qu'on dit de l'étalement urbain, il faut construire plus, ces choses-là. Construire plus, oui, mais construire plus dans le périmètre actuel de ce qui est construit. On ne va pas sauver la planète. On peut pas aller voter pour un plan un plan climat. On peut pas voter pour un plan climat et dire on va augmenter les surfaces à bâtir sur le territoire. C'est pas possible. Comment on va nourrir les gens quand tout sera devenu un lotissement? Donc, c'est tout simplement pas possible. Donc, on ne doit pas construire au-delà de ce qui est déjà construit. Voilà. On peut densifier ce qui est déjà construit. Voilà. Donc, si j'avais 2 messages à donner ce soir, c'est ça. C'est que c'est le droit c'est la connaissance du droit commune qu'on va acquérir et qu'on va partager.
mettre les mêmes idées derrière les mêmes mots. Et là, on va découvrir que sur le projet commun, c'est énorme le nombre de gens qui viennent nous apporter des solutions. Aujourd'hui, le problème des Child, c'est comment intégrer les nouvelles personnes qui veulent nous aider. Alors là, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. On va trouver les solutions. Voilà. Ça, donc, acquérir la connaissance du droit commune. Et la deuxième chose, donc, arrêter de construire, parce que ça va résoudre les problèmes de climat, ça va résoudre les problèmes de déplacement urbain, ça va résoudre tout ça. Voilà. S'il y a des gens qui veulent poser des questions, clôturer la position. J'ai encore une question, Beñat. Les pouvoirs publics peuvent-ils financer une structure comme Echaldé? Avec plaisir. Alors, par contre, enfin, je dis avec plaisir et je dis par contre, légalement, je veux dire, légalement, est-ce que c'est possible? C'est ça que c'est ça. Ah oui. Donc aujourd'hui, par exemple, on a un financement qui vient du conseil régional Nouvelle-Aquitaine, qui au mois de novembre, on avait présenté un dossier au mois de juin. Et on a reçu donc une réponse au mois de novembre qui nous donnait donc 40 000 € pour mener 3 actions. Il y a 3 axes. Un premier axe qui est donc acheter des biens sur la côte basque, donc passer en SIC et acheter des biens sur la côte basque, ou maîtriser le foncier sur la côte basque. Ça ne financera pas ce foncier, mais ça nous financera le savoir-faire. Un deuxième axe, c'est amener les gens à devenir usufruitiers. C'est-à-dire il n'y a plus personne au-dessus d'eux. On va expliquer à des gens que c'est possible sans effectivement avoir la capacité de revendre leurs biens, qu'ils se sentent chez eux et plus que chez eux, et il faut qu'ils se sentent chez eux dans leur mur et dans leur quartier, et qu'ils animent leur quartier. Le troisième axe, c'est la transférabilité de ce qu'on développe là. Voilà. Donc sur ces 3 axes-là, donc on a le conseil régional qui nous a aidés. Les collectivités donc peuvent nous aider. Aujourd'hui, on est au stade d'association. Demain, quand on sera au stade de SIC aussi, ça sera possible. On a prévu donc un collège des financeurs. Voilà. Mais il y a, là où je dis mais, c'est que en fait, la solution ne va pas venir des collectivités locales. Nous, on va leur demander, ils vont nous répondre, on va les convaincre. Voilà. La solution, elle va venir de la multitude de gens qui auront compris comment on peut faire. Quand cette multitude, ce grand nombre de gens sera connecté, eh bien, les résidences secondaires ne seront plus un problème. Le logement social, ça sera une certitude. On va le faire. Voilà. Et les biens, une fois qu'ils sont payés, ils sont payés pour toujours. Donc, on n'a pas besoin de beaucoup d'argent, en réalité. Donc, il nous faut ces collectivités publiques, mais il ne faut pas que leur force éteigne l'envie de participer des gens, parce que les gens, c'est une forme aussi de dépossession. C'est-à-dire que, ouais, mais ils vont le faire. Ils devraient le faire. Ils l'ont pas fait. Finalement, on est planté. Voilà. Et on est planté parce que c'est la première phrase qui nous a planté. Ils vont le faire. Non, ils vont pas le faire. On va le faire et ils vont nous accompagner. Donc voilà, les collectivités locales, oui, si nous, on est devant. Voilà. D'autres questions? On termine pour ce soir. On dirait. S'il y en a qui veulent laisser si vous voulez laisser vos mails, tout ça, parce qu'on fait des petites newsletters là de temps en temps, enfin 2 ou 3 fois par an, on envoie un message. Et puis voilà, vous allez entendre parler de nous. On a besoin de beaucoup de monde pour faire de la peinture, pour faire du juridique, voilà, pour tout, pour discuter avec les élus, pour nous ouvrir des portes. Voilà, n'hésitez pas. On est preneurs. Alors l'adresse mail, ouais, l'adresse mail d'Echald. Alors vous pouvez écrire votre mail ici, dans la messagerie. Et autrement, notre adresse mail c'est echalde@orange.fr. Je l'écris dans la messagerie. echalde@orange.fr. Voilà. Et on rappelle donc dans un mois, Isabelle Bagdassarian qui viendra nous parler de la culture des communs, qui est une culture qu'on a tous avantage à apprivoiser, à mieux connaître et au quotidien, et qui sera surtout en train de nous parler du droit à la propriété, droit d'habiter. En fait, de quel droit parle-t-on quand on évoque ces termes-là? Voilà pour le petit rappel de la fin.
Merci Sabrina. Voilà, merci beaucoup à tout le monde. Mila esker horroer, hori izanik. Eta voilà, denen artin zerbait egiten dugun. Bah, je vois des mails arriver, c'est très bien. On va vous inonder, on va vous embêter. Je dis pas ça, c'est pas vrai. Ah non. Inonder, c'est beaucoup. Merci beaucoup à tous au moins. Voilà, d'être là. Bon. Mila esker. Ouais, mille esker Daniel. Horroer, Oyer, Dominica, Ivan. Tac. Alors, Sabrina, je vais prendre les mails là, je fais un copier-coller. Ouais. Je vais te demander. Ouais, je vais faire pour prendre. Voilà. Et mila esker horroer, zanutza. Adieu. Vidéo publique. Et je pense que tu peux arrêter l'enregistrement aussi, Daniel, du coup. Ah oui. Voilà, je fais le copier-coller tant que j'y suis. Ah oui, ça enregistre tout, tu couperas. Enfin, Tu couperas. Je coupe encore le fil. ça se fait. Alors voilà, c'est bon, là j'ai tout qui est enregistré. Là, donc là j'ai enregistré les mails en fait. Là. Et là je coupe l'enregistrement. Je clique dessus, mais ça ne coupe pas. C'est un peu lent à réagir, j'ai l'impression. Attends. J'essaye moi, je peux faire arrêter. Tu veux voir? Tu veux essayer? Oui. Désirez Peut-être vraiment.